Merci pour cette intervention. Donc, moi j'ai trouvé ça intéressant d'élargir justement, ça va un peu avec l'initiative Valeurs de la République du soin et de l'accompagnement, d'élargir à d'autres domaines de la société. Et ça consistait à remettre l'évaluation à sa place. Et c'est ce qu'on voit aussi dans d'autres secteurs. Par exemple, effectivement, l'éducation nationale, avec les initiatives de classe sans notes qui consistent à dire qu'on ne réduit pas un élève à une note. Bon, certes, voilà. Mais la solution n'est peut-être pas de supprimer les notes, mais de remettre les notes à leur place. J'ai l'impression que c'était un petit peu ça, le discours. Voilà, donc ça m'a fait penser aussi un petit peu à ce qui est finalement difficilement évaluable ou qu'on pourrait considérer comme inévaluable, qui a eu une initiative assez particulière, on va dire, au Népal, qui, pour remplacer le PIB, a créé le bonheur intérieur brut. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut évaluer le bonheur d'une population? C'est une question qui peut se poser aussi. Donc finalement, on peut essayer de prendre le contre-pied de l'évaluation en la déplaçant, en la remettant à une autre place pour produire d'autres effets. Donc voilà, c'est ça qui est effectivement assez intéressant. Bon, maintenant, je vous laisse la parole. Moi, j'ai une expérience plutôt dans le secteur médico-social et donc je suis plus intéressée par la partie évaluation de l'accompagnement que la partie pure soins hospitalières, etc. Moi, j'aurais envie de dire qu'on peut tout évaluer, mais pas tout évaluer avec des grilles, avec sur le modèle des certifications. Mais dans le médico-social, on a des pratiques de réunions pluridisciplinaires, de réunions d'analyse de pratiques, de moments en fait où on s'arrête et où on fait cet exercice de relire la façon dont on a travaillé, de relire des événements, de donner du sens à ce qu'on a fait. Et pour moi, ça, c'est de l'évaluation. C'est pas de l'évaluation telle qu'elle se décrète par un certain nombre de textes, mais ça fait bien partie du travail qui est indispensable dans un secteur où, effectivement, on est plus sur des moyens mis en œuvre que des résultats tangibles, souvent, en santé mentale en particulier. Dans tout le handicap psychique, on tâtonne énormément. Le secteur de l'autisme, on tâtonne énormément. Et je trouve que la valeur de l'évaluation, elle se situe beaucoup dans ces temps où on s'arrête et où on fait de l'analyse de pratique. Et souvent plus que dans l'application de procédures, de documents qui doivent être mis à jour, etc., qui sont indispensables, mais qui ne sont pas forcément suffisants. Non, vous avez raison. Moi, je trouve qu'il y a plus de difficultés. Je vais vous le livrer. Je me demande si la certification, elle est. Je pense qu'elle a un vrai objectif sur les processus de production à l'hôpital. Et plus vous vous éloignez des processus de production de soins à l'hôpital, genre le médico-social ou la santé mentale, plus vous avez du mal à évaluer la prise en charge en tant que telle, et vous revenez sur les valeurs soignantes, quoi. C'est aussi bête que ça. J'espère ne pas être caricatural, mais oui, les réunions pluridisciplinaires et peut-être moins de procédures. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est... je pensais que la V 2010 de la Haute Autorité de Santé, c'était le summum de l'assertif, et en fait non, la V 2014 a des critères beaucoup plus pointus. Les directeurs eux-mêmes doivent s'y mettre vraiment. En fait, vous contrôlez véritablement si le contrôle est bien fait, donc personne ne peut y échapper. Ça prend un temps fou. Je trouve qu'il y a un phénomène de bureaucratisation au sens le plus neutre du terme, qui existe autant dans le public que dans le privé, qui mobilise les équipes sur des rédactions de protocoles. Et c'est vrai qu'en parallèle, on entend beaucoup de critiques sur le soignant n'est plus au lit du malade. Or, dans les discours, on valorise énormément la production au lit du malade et la présence des soignants. Mais la certification vous empêche un peu d'exercer votre métier, sachant que ça se prépare plusieurs années à l'avance. Et il faut mobiliser tout le monde sur des lectures de protocoles. C'est à propos de l'entrée à Sciences Po, de l'évolution qu'il y a eu par rapport à ces critères d'excellence et justement le profil des nouveaux étudiants. Je me suis toujours interrogée par rapport aux aptitudes que l'on demandait aux médecins. Je ne vais pas du tout les dénigrer, mais on leur demande avant tout d'être
très performants sur le plan scientifique. Par opposition, quand on veut être infirmière, assistante sociale, kiné, orthophoniste, on vous demande vos raisons, vos motivations, et on évalue si vous êtes apte, par votre profil psychologique, entre autres, à exercer cette profession. Or, je ne pense pas qu'il en soit de même pour les étudiants en médecine. Alors effectivement, je suis médecin hospitalier d'un établissement qui a été certifié A, donc oui, ça existe. Et je voulais vous remercier vraiment, monsieur, pour votre intervention à laquelle je souscris en tout point. Il a été créé pour l'évaluation et la certification qui est indispensable, beaucoup plus de postes administratifs que de postes soignants. Et ça, c'est quand même là que la césure du système se fait, la faille et le grand écart, qui est que pour évaluer, on crée beaucoup plus de postes que pour soigner. Et que si on continue, le soin, c'est le ventre mou de l'hôpital, quoi. Finalement, on a toute une bureaucratie qui tourne autour pour produire des évaluations et du soin, heureusement. D'autre part, dans le soin, il y a la partie technique qui, effectivement, s'évalue, se protocolise, se mesure. Et c'est indispensable, j'en suis convaincue. Et je suis responsable de service, donc je milite pour, et des gens peuvent attester que je suis assez stricte et énergique sur ce point-là. Néanmoins, tout ce qui appartient au CARE, vous l'avez évoqué avec le médico-social, eh bien, j'attends encore qu'on l'évalue correctement et surtout, je n'ai pas du tout envie de passer du temps à l'évaluer, j'ai envie de passer du temps à convaincre les équipes que c'est important et à les voir faire. Bon, c'était facile de mobiliser sur ce terrain-là, mais je l'ai aussi fait, parce que je le pense. Vous avez raison, mais en fait, je cherche la bonne réponse. Vous savez, il y a d'autres évaluations finalement, parce que l'évaluation c'est un terme générique, mais vous avez aussi la certification des comptes, où en fait c'est toujours ce regard extérieur qui lui-même a été certifié, qui vient contrôler votre activité. Je suis d'accord, il y a une véritable batterie de contrôleurs qui assurent l'évaluation des pratiques, mais du coup c'est les pratiques soignantes comme les pratiques financières, voire les pratiques managériales. Ce qu'on retrouve en fait dans énormément de structures, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup, parce que je ne veux pas qu'on se méprenne, c'est quelque chose qui se retrouve dans les industries. C'est pas plus libre dans les industries, elles ont les mêmes critères de contrôle. On a évoqué l'industrie pharmaceutique, je pense qu'ils ne chôment pas non plus. Mais c'est vrai, et je pense qu'il faut se poser la question qu'au moment où on parle de simplification et où on doit revaloriser le sens du travail et revaloriser le cœur de métier, on est en parallèle quelque chose qui monte de très contraignant, mais nécessaire. Donc il faudrait trouver un juste milieu, et c'est pour ça que je m'étonne encore qu'on durcisse les critères. Certainement qu'il y a une bonne raison, mais je vous rejoins sur cette activité qui est très humaine, où on nous vend la philosophie du CARE, qu'on ne peut pas évaluer. Moi, j'ai pas de certificat je suis un bon directeur, je suis sympa, je suis un bon manager, et on en fait des formations. Mais je pense qu'on n'évaluera jamais la pratique soignante dans tout ce qu'elle représente. On évaluera le geste sans l'entraver, ça c'est un peu ce qu'on demande, je pense, mais on n'évaluera jamais toutes les valeurs qui sont derrière la pratique médicale. Bien entendu, on partage tout ce que vous avez dit. Aujourd'hui, la problématique telle qu'elle se présente, c'est que ce soit les instances professionnelles, la puissance publique ou les différentes organisations, l'objectif, c'est de faire en sorte que les patients soient tous le mieux soignés possible. Et le vrai objectif, c'est finalement d'identifier les endroits où ça ne va pas. D'identifier les brebis galeuses, d'identifier les mauvaises pratiques. Or, on se trouve dans ce paradoxe qu'on est obligé de faire passer par le filtre des milliers, pour ne pas dire des millions de professionnels et de structures, des gens où finalement, où, comme le disait Madame tout à l'heure, ça va bien, où il n'y a pas de problème. Ces études ont été faites. Il y a un travail de Bismarck qui date de 2013 qui montre que quand on prend aux États-Unis l'aspect contentieux pénal, pas contentieux civil, où là il y en a énormément, 50%
effets indésirables liés à des actes de médecins sont faits par moins de 10%, moins de 5% des médecins, et que 29% de ces pratiques, entre guillemets déviantes ou mauvaises ou non conformes, sont faites par 1% des médecins. Donc on voit qu'on est en train d'essayer de mettre en place des procédures généralisées à tout le monde, alors que la cible de ce qu'on cherche et de ce qu'on veut identifier est toute petite. Et là, il y a un processus. Comment cibler, comment repérer, sans imposer à tout le monde des processus itératifs, parce que vous dites régulièrement, on a fait un progrès quand même. Hein. Maintenant, ceux qui sont certifiés A, c'est 6 ans. Hein. Donc on les a dégagés de leurs obligations, c'est plus 4 ans, c'est 6 ans. Hein. Voilà, d'accord. Et quand... Voilà. Et quand il est B, il peut demander à repasser pour passer en A s'il s'améliore, et du coup, il aura 6 ans. Bon, on a compris. Je ne m'occupe pas de la certification à la HAS, donc tout ce que j'entends, je ne prends pas comme une attaque personnelle, ni quoi que ce soit, pas du tout. Donc, la vraie problématique, c'est comment, dans une civilisation, dans une organisation extrêmement complexe comme la nôtre, pouvoir identifier les points ou les sujets ou les endroits sensibles sur lesquels il faut absolument aller faire quelque chose. C'est ça la vraie problématique. Moi, j'avais juste une remarque à faire par rapport à la certification. Donc, je suis cadre de santé et très investie dans la mise en œuvre de cette certification. Et le questionnement que j'ai, c'est « et après ?» C'est-à-dire que les équipes s'investissent énormément, même si elles n'ont pas autant de temps que ça. On leur demande quand même beaucoup de réflexion, beaucoup d'engagement et de réflexion sur leurs pratiques qu'elles font. Et en fait, une fois qu'on a passé cette certification, et je fais aussi partie d'un établissement qui a eu un A, bah en fait, en termes pédagogiques sur la restitution des résultats, sur la valorisation de ce qui a été fait, on a effectivement, comme vous le disiez, un site où on peut aller, mais qui du coup est assez anonyme, ce qui ne permet pas justement de rebondir sur l'investissement de chacun et peut-être d'effacer quelque part ce côté très contraignant de l'engagement. Voilà. Merci. La dernière intervention. C'était pour éclairer sur la qualité du prendre soin. Nous, on travaille en médico-social et on a travaillé sur un label de bientraitance qui s'appelle le label Humanitude. L'objectif des établissements qui l'ont fait, c'est premièrement de valoriser les équipes. C'est exactement ce que vous venez de dire là, première chose. La deuxième chose, c'est de pérenniser une qualité de prendre soin. Et la troisième chose, c'est de la faire connaître à l'extérieur pour qu'elle dure le plus longtemps possible, sachant que rien, ça n'est qu'un processus permanent qui n'aboutit jamais fondamentalement, mais avec quand même la volonté de s'évaluer pour pouvoir progresser. Et moi, ce que je peux témoigner, c'est qu'une fois qu'on a, entre guillemets, réglé cette pression du risque de maltraitance, et que ce risque-là, il est un peu plus partagé et encadré, moi, je vois des initiatives et une énergie et une envie de faire qui est fantastique. Donc, je vous invite à aller voir le site qui s'appelle le label Humanitude, comme ça vous regarderez. Merci. Alors, je vais essayer de répondre rapidement, mais vos deux questions sont plutôt liées. Pour la première question, en fait, moi, je m'interroge sur le degré de satisfaction que les équipes éprouvent à voir leurs pratiques certifiées. Mais c'est une vraie question. Enfin, je veux dire, j'ai pas de réponse. Oui, on a une cartographie. Oui, on a des processus qui sont rédigés. Il y a la visite des experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé. Donc, vous vous posez la question « et après ?» Alors, d'une manière un peu fantasmagorique, je pense que l'idéal, ça serait qu'un établissement de santé ou une structure médico-sociale, quand vous êtes vraiment accrédité A+++, en fait, l'idéal, c'est que tout fonctionne toujours tout seul et que vous laissiez marcher, faire marcher l'établissement, que vous soyez juste de simples spectateurs, mais ça n'arrivera jamais. Donc, on ne vous laissera pas tranquille, pour répondre à vous. Ça sera rebelote dans 6 ans, même si vous êtes certifié A. Mais on vous laisse, c'est vrai, un petit créneau pour vous laisser souffler.
Toujours est-il que vous posez une bonne question, et c'est là où l'encadrement est très important, c'est que au-delà de ça, il va falloir valoriser l'effort qui a été fait pour répondre à la certification. Et ça, je pense qu'une autorité comme la Haute Autorité de Santé ou les experts visiteurs ne peuvent pas le faire à votre place. Donc il y a quelque chose autour de redonner du sens à cette pratique-là, qui était certainement, moi, qui je pense existait avant. On a toujours eu, peut-être pas des protocoles ou des critères, mais il y a toujours eu des bonnes pratiques ou une tradition, au moins quelque chose qui s'évaluait en fonction d'une norme. Mais du coup, vous posez la bonne question, c'est est-ce qu'un critère théorique et objectif peut satisfaire un individu qui travaille dans le soin? J'avoue, je ne sais pas. Pour répondre à la deuxième question, c'est à peu près la même chose. Est-ce qu'on peut labelliser la pratique soignante, mais dans son volet, je sais pas, dans la tradition du sanitaire et social? Est-ce qu'on peut coller un label tampon? Attends, moi j'ai été certifié sympa. Du coup, c'est pas la peine que j'aille en CHSCT. Il n'y a aucun problème. Vous posez une bonne question parce que du coup, vous avez dû faire l'effort de trouver des actions, de les décrire. Donc vous avez vous-même finalement fait une action d'évaluation, mais vous l'avez portée, et ça va être une conclusion extrêmement consensuelle, mais je crois qu'on est dans la salle des mariages, donc je propose de finir là-dessus. Finalement, vous avez utilisé les outils de la certification ou l'évaluation, mais comme un outil, c'est-à-dire que votre objectif, c'était quelque chose de positif et de bon. Même si vous avez créé des critères, un site que vous l'avez fait savoir, vous avez enclenché une dynamique qui était positive. Donc je pense qu'on peut utiliser les outils de l'évaluation, mais tout dépend de l'objectif. Voilà. Si c'est pour contrôler, standardiser, écarter un peu les brebis galeuses, oui, mais il y a des biais et on ne peut pas tout contrôler, tout évaluer. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Mais on peut aussi utiliser cette force-là, parce que c'est une force de contrôle et de contrainte, mais c'est aussi un outil qui sert de référence. On peut aussi l'utiliser pour faire quelque chose comme dans le médico-social ou autour de l'éthique et de la bientraitance, comme ça se développe de plus en plus dans les établissements de santé. Voilà.